Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion. Si vous souhaitez également me soutenir financièrement, je possède une cagnotte Tipeee, TIP3E, Les Destins Flottants, afin de me permettre de transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus, puisque c'est l'anniversaire des Destins Flottants. Voilà, ça fait 1 an que l'aventure a commencé, jour pour jour. Le 27 octobre 2021, c'était la publication du premier épisode avec Herveline Denis, donc la fondatrice du podcast La Petite Voix. Et c'est une boucle qui se boucle puisque l'année dernière, j'étais au Brésil et je travaillais dans une ONG donc sur la côte à Bahia qui protège les forêts tropicales. Et j'avais donc enregistré les premiers épisodes dans cet endroit. Et bien, je suis retournée dans cet endroit exact et donc me revoilà à l'endroit exact où j'ai commencé. Donc, vous allez de nouveau entendre en arrière-fond les oiseaux, la pluie, les petits singes. Donc, je suis ravie. Alors également, la qualité du micro est différente puisque, étant donné que cette fois au Brésil, je bouge énormément car je mène différents projets à différents endroits. Donc je n'ai pas pu amener mon gros micro professionnel, voilà, donc j'ai simplement amené un micro cravate qui est suffisant, mais donc la qualité n'est pas aussi top que l'autre micro. Donc cet épisode bonus, c'est surtout pour vous partager ma vie personnelle et mes croyances personnelles qui ont pu être remises en question tout au long de ma vie. Et vous êtes plusieurs en fait à m'avoir demandé cet épisode, donc je suis ravie de pouvoir le faire aujourd'hui. Alors, je vais commencer par mon enfance, qui a pas été une enfance toute rose et facile, puisque j'ai eu un contexte familial assez bouleversant, qui a été assez compliqué, puisqu'il y a eu un divorce très jeune qui a engendré plusieurs conséquences. Cela dit, elle m'a permis vraiment d'être face à mes responsabilités très jeune et d'acquérir beaucoup de maturité très tôt. Et déjà, j'avais cette croyance que je voulais grandir trop vite et que je ne vivais pas ma jeunesse. Et alors, il y a sûrement une part de vérité dans les croyances. C'est toujours, c'est ni ou cette croyance-ci ou cette croyance-là. Ça peut être plusieurs croyances à la fois. Mais c'est vrai que j'avais cette croyance-là et donc je m'empêchais un petit peu de vivre ce que je voulais créer. Parce que je devais profiter de ma jeunesse. Et même, il y avait beaucoup de gens qui me le disaient, qui me disaient un jour, tu seras en tête à tête avec toi-même parce que t'as pas profité, etc., etc. Et j'ai un jour fait un échange universitaire en Thaïlande où j'ai justement eu l'occasion de profiter un peu plus de cette jeunesse-là, de faire la fête, de rencontrer du monde, juste de profiter du moment présent, sans projet, sans travail, sans idée derrière la tête. Et en fait, ça m'a vite lassée. Voilà, au bout de 6 mois, je me suis lassée. Et j'ai tout de suite eu la sensation après que j'avais besoin de me renouveler, de créer d'autres projets. Donc je pense qu'elle était quand même assez limitante cette croyance parce que c'est comme si pour pouvoir être complète, je devais profiter de ma jeunesse. Alors que pas forcément. Il y a tout simplement des êtres qui arrivent sur Terre et qui ont vraiment besoin de ce sens dans leur vie et de cette créativité en permanence. Et je pense que je fais partie de ces personnes-là. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai 26 ans, je suis née le 2 août 1996 et je suis donc de signe astrologique Lion, ascendant Verseau, donc autant vous dire que c'est les deux opposés, et Lune en Poisson. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie et qui y croient, le Lion et le Verseau sont vraiment opposés, ce sont deux grands opposés. Le lion a besoin de briller en société, il a tout le temps besoin d'être accompagné, d'être admiré, d'être avec ses amis. Le Verseau, il est plutôt très solitaire, c'est plutôt celui qui va dire « Regardez le lion là-bas ». Et il est aussi anticonformiste, assez idéaliste.
Et je sens vraiment que j'ai les deux en moi. Donc j'ai à la fois cette qualité un peu d'oratrice, j'arrive à faire en sorte que les personnes m'écoutent, m'admirent, tout en étant quelqu'un de très solitaire qui a besoin beaucoup d'espace, qui est très dans sa bulle créative. J'ai vraiment ces deux facettes. Et je sens vraiment, voilà, ces deux signes en moi, ce signe à la fois donc de feu et d'air. Hein. Le Verseau, c'est un signe d'air. Et donc le Poisson, hein, la Lune, en fait, c'est ce qui équivaut aux émotions. Eh bien, la Lune, le Poisson est un signe d'eau. Donc voilà, je sens cette présence des trois signes en moi. Alors, donc, puisque j'ai eu cette enfance un petit peu compliquée, j'ai eu une grosse période durant ma vie où je me mettais beaucoup de pression. Voilà, donc j'étais adolescente, j'avais 15 ans et je faisais 25 heures de sport par semaine. J'étais première de ma classe et je travaillais en plus à côté dans les marchés, dans les maisons de retraite. Autant vous dire que j'avais la vie d'une personne déjà dans la vie active, qui a une vie à 300 à l'heure. Et vraiment, je quittais la maison à 7 heures du matin, je rentrais pas avant 22h, 22h30. C'était vraiment des très très grosses journées. Alors, certes, j'avais beaucoup d'énergie parce qu'à 15 ans, on a beaucoup d'énergie. Mais n'empêche que, arrivé à 19 ans, j'ai fait une dépression. Pas un burn-out, mais une dépression liée à plein de choses. Notamment, j'ai fait beaucoup de changements d'orientation. Voilà, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup de choses. Au lycée, j'étais particulièrement attirée par la philosophie et les langues. Donc voilà, je faisais anglais européenne, LV2 allemand, LV3 chinois. Et j'étais en classe littéraire, donc j'avais 9 heures de philosophie par semaine. Plus j'avais mon équilibre avec le sport à côté. Voilà, donc j'avais pas non plus tout le temps le nez dans les livres. Et puis après le bac, je me suis dit je vais faire des études de STAPS. Voilà, je vais me spécialiser dans le sport. Et puis je me suis rendu compte au bout de 2 mois que ça n'allait pas parce que j'avais plus la philo et les langues comme j'aimais, évidemment. Et donc j'ai fait un changement d'orientation qui coïncidait bien d'ailleurs avec le fait que j'arrivais à un point dans le tennis, parce que je faisais du tennis en compétition, où je ne m'y retrouvais plus. En fait, c'était devenu très toxique pour moi. C'était un milieu très masculin, très dur, et qui révélait beaucoup de blessures en moi, en fait, blessures du masculin. Et puis à ce moment-là, mon corps, en fait, me fait cesser la pratique du sport en compétition, puisque j'ai commencé à avoir des problèmes de pied. Un jour, je me suis réveillée, je ne pouvais plus marcher. J'ai pas pu marcher pendant 2 mois, et puis j'ai dû faire de la rééducation pendant des mois après. Et donc à ce moment-là, quand j'ai changé d'orientation en STAPS, j'étais un petit peu perdue évidemment, mais j'ai tout de suite rebondi en prépa littéraire. Donc ça fait que j'ai loupé 2 mois de cours de prépa littéraire, donc c'est énorme. Ce qui fait que les professeurs ne m'ont pas bien accueilli au début. Non, pas vraiment, non. Bah non, parce que louper 2 mois de prépa littéraire, c'est quand même très compliqué à rattraper. Mais j'ai réussi quand même à rattraper, sauf pour une matière ou deux. Et surtout, alors la prépa littéraire, donc c'est un cycle d'études qui est très très exigeant. Donc c'est Hippocagne et Cagne, hein, donc c'est une prépa comme une prépa scientifique. C'est très exigeant, on a environ 40 heures de cours par semaine et donc 40 heures de travail personnel à côté. C'est à peu près ça, donc on ne fait que d'étudier. Et là, ce passage dans ma vie, ça mettait bien en valeur la croyance que je devais travailler à fond et d'arrache-pied pour prouver ma valeur. Voilà, qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler pour être méritant. Donc ça veut dire que j'avais la croyance de pas être méritante. Et aussi, j'avais la sensation que je travaillais jamais assez. Alors que visiblement si, hein, j'avais d'excellentes notes, j'étais très travailleuse, mais j'avais l'impression, pour moi c'était jamais assez en fait. Et j'avais l'impression qu'on n'allait jamais être content de mon travail, que c'était un travail superficiel, alors que tous les professeurs me disaient que je faisais un travail approfondi. Et je pense que cette croyance du fait que c'était jamais assez, ça m'a permis justement d'aller en profondeur de mon travail. Sauf que ça me permettait pas d'être épanouie psychiquement évidemment, puisque quand on a la croyance qu'on n'est jamais assez, on se sent jamais entier, on se sent jamais complet, on est toujours un peu stressé. Et j'avais beaucoup d'anxiété notamment à l'époque.
Et alors ça, j'ai essayé d'identifier d'où venait cette croyance et je pense que ça vient d'un épisode en primaire lorsque j'étais en CM1 qui m'a un peu traumatisée. Il y avait donc mon professeur de CM1 que j'aimais beaucoup, où une fois, en fait, il nous avait demandé de faire des recherches sur ce qu'était que la jachère. Et il avait notamment demandé à ce qu'on regarde dans un dictionnaire en particulier. Et comme moi, j'avais pas trouvé le mot jachère dans ce dictionnaire, j'avais trouvé grâce à d'autres sources. Notamment, on avait travaillé sur le sujet avec ma maman, je m'en souviens. Et donc, j'avais bien préparé le devoir, sauf que j'avais pas utilisé la source qu'il voulait. Et en fait, je m'en suis aperçue après que c'est parce que le mot jachère, il était sur la première page du J, de la lettre J. Et donc, je l'ai zappé, en fait. Et donc, je suis arrivée en classe où je lui ai montré mon travail parce que j'avais quand même travaillé, j'avais montré ce que c'était. Mais comme j'avais pas utilisé sa source, il m'a un peu humiliée devant tout le monde. Il m'a montré la première page du dictionnaire et il a dit « Regarde, là, il y a écrit jachère en tout premier ». Et voilà, ça m'a beaucoup humiliée et je pense que depuis ce jour, j'ai eu la sensation que voilà, le travail que je faisais était superficiel. Alors encore une fois, hein, les croyances, c'est pas toujours, c'est pas une vérité exacte, mais je pense que ça vient de là. En tout cas, c'est un souvenir conscient que j'ai. Après, ce serait intéressant d'aller voir en hypnose si ça va pas chercher un autre épisode dans ma vie qui a fait que j'avais cette croyance que je travaillais jamais assez. Enfin bon, en tout cas, la prépa littéraire, elle a permis de mettre ça en exergue. Et donc, je bossais d'arrache-pied. Je me souviens que ma professeure de littérature m'appelait la guerrière. La guerrière de la prépa, parce que vraiment, je travaillais énormément. Alors, en fin d'hypocagne, en fin de première année, j'ai commencé à être insomniaque. Donc, j'avais des sacrées insomnies. Hein. Je m'endormais à 22h, puis je me réveillais à 1h du matin. En fait, je terminais mes dissertations ou mes commentaires de texte ou mes exercices en langue, etc. Et là, j'ai commencé à dégringoler au niveau de la santé. Alors, il y a eu l'été, la coupure de l'été quand même qui m'a aidée, même si en été, on prépare la cagne. Donc, on travaille quand même beaucoup. Mais ça n'a pas été simple. Et puis, arrivé en cagne, en fait, j'avais des problèmes familiaux. Je remettais en question ma vie. Je remettais en question mon orientation. Je remettais en question plein de choses. J'avais une très mauvaise image de moi. En fait, j'avais une très mauvaise estime. J'avais confiance en moi et en mes capacités, mais j'avais une mauvaise estime. La confiance et l'estime, c'est pas la même chose. Hein. On peut avoir confiance en ses capacités. Par exemple, j'ai confiance de sauter dans le grand bain. Je sais que je vais pouvoir nager. Je sais le faire. Cela dit, je n'ai pas assez d'estime de moi pour que les autres me voient sauter. Voilà, l'estime, tout a à voir avec l'image. Hein. L'image qu'on renvoie aux autres, l'image qu'on renvoie à soi-même. Donc c'est très important de faire la différence. Donc voilà, moi j'avais une confiance en mes capacités de travail, mais j'avais pas assez d'estime de moi-même et la dépression est arrivée de manière assez diffuse. Hein. Au début, je résistais beaucoup, surtout que j'étais très jeune, j'avais 19 ans, donc il y avait une part de moi qui voulait pas l'accepter. Je comprenais pas bien ce que c'était. Alors j'étais déjà en thérapie à ce moment-là, j'avais déjà entamé un travail thérapeutique. J'ai commencé par une psychologie sensorielle qui est focalisée donc sur les sens. Et ensuite, j'ai fait une psychanalyse. Grâce d'ailleurs au programme de l'Apsos qui vous permet de ne payer que 8 € la séance au lieu de payer 50 € la séance. Et ça m'a permis donc de faire une thérapie sur le long terme. Et en thérapie, je suis tombée en dépression en fait. En deuxième année de cagne. Et là, ça a été une vraie descente aux enfers, hein, avec des problèmes de santé de partout. Donc, il y avait mes problèmes de pied, la difficulté aussi d'accepter que j'allais plus pouvoir faire de sport à haute dose. Il y avait ça, j'avais des palpitations, tout le temps le cœur qui s'emballait, des crises d'angoisse. J'avais des problèmes de digestion, je ne digérais plus rien. Bon, le ventre, hein, le deuxième cerveau, hein, c'est par là que tout passe. Et aussi j'avais des problèmes à l'utérus, donc autant vous dire que tout m'est tombé d'un coup et là il a fallu être très vulnérable et donc je suis allée au fond du trou. Donc j'ai tout lâché, hein. J'ai arrêté la cagne. Je suis quand même allée à mon équivalence en philo à Paris-Sorbonne, mais bon, honnêtement j'allais à peine en cours, j'étais pas bien, je passais un examen sur 2. Il y avait un côté intéressant quand même que j'adorais parce que donc j'étais en cagne spécialité philosophie, hein. Et donc, naturellement, j'avais une équivalence en philosophie à la Sorbonne. Et en fait,
Alors c'est dommage parce que je pense que les cours étaient vraiment de qualité, mais moi j'étais tellement pas dans une dynamique positive que j'y arrivais pas. En fait, j'étais épuisée par toutes ces pressions que je me mettais depuis des années. J'étais épuisée en fait par le tyran intérieur qui n'arrêtait pas de me critiquer en permanence. En fait, pour moi, c'était jamais assez. J'étais jamais assez bien, j'étais jamais assez au top, j'étais jamais assez belle, j'étais jamais assez sportive, j'étais jamais assez travailleuse. Voilà. Donc c'est vraiment et d'où le problème d'estime. Et grâce à la thérapie, on a pu vraiment démêler tout ce qui a pu se passer dans l'enfance, essayer de comprendre, de trouver des clés. Et puis là, en fait, je me suis mise sur la voie de l'écoute de mon être profond et pas des conditionnements et des dictats et des croyances collectives. Et c'est ce qui m'a amené plus tard à vouloir créer ce podcast, d'ailleurs. Parce que je pense qu'une partie des croyances de l'inconscient collectif a mené à ma dépression. Et là, justement, j'avais la croyance que la dépression, c'est quelque chose de très négatif, que c'est une maladie. Alors, c'est une maladie, on va pas se le cacher. Il y a 3 facteurs dans le cerveau. Vous avez beaucoup moins de sérotonine et de dopamine. Donc, c'est une vraie maladie. Vous avez plus envie de rien faire. C'est très difficile pour vous, ne serait-ce que le moindre effort. Donc, ça veut dire aller faire sa lessive, faire ses courses, faire à manger, etc. Donc, c'est une vraie maladie. Mais j'avais la croyance... Enfin, c'était la seule croyance que j'avais à propos de la dépression, c'est que c'était quelque chose de très négatif, très lourd et très douloureux. Et justement, c'est quelque chose que j'ai remis en question par la suite, notamment en lisant le texte d'une amie de Claire Eguermont. Donc Claire, c'est une chamane que j'ai interviewée ici sur ce podcast, qui a écrit un très beau texte au sujet de la dépression. Alors, je vous lis un passage seulement. La dépression, ode à la vie, même si notre société l'a oublié, est un acte sacré. Un rituel de passage profond et intense, vécu par un individu, parce qu'il est prêt à s'offrir au temple de la vie, en se livrant avec courage, résilience et vulnérabilité au sacrifice des parties de lui qui ne la servent plus. Dans ce rendez-vous en solitaire, en tête-à-tête avec ses ombres, n'affronterait-il pas finalement des mécanismes collectifs et des espaces de cristallisation qui nous concernent tous, et qui limite l'expression de la vie et de ses beautés en nous et dans l'ensemble du monde que nous avons créé. Si la dépression était l'offrande, mystérieuse et puissante, qu'un humain en voyage réalise pour toute une humanité en recherche de sens, d'ajustement continu et d'alignement nouveau, des alignements plus respectueux de notre bien-être profond et de notre nature délicate, des ajustements qui cherchent à nous faire retourner vers les parties de nous où nous sommes abandonnés et sans lesquels nous ne pouvons plus continuer si nous prétendons désirer vivre véritablement. Voilà, donc court extrait de ce texte de Sandra Delépaux, je le rappelle, qui est une amie de Claire, qui permet vraiment de comprendre qu'en fait la dépression, c'est ce qui précède la renaissance, et c'est vraiment le passage presque obligatoire qui permet vraiment un déclic de faire tomber tous les conditionnements, toutes les croyances limitantes de l'inconscient collectif qui nous permet pas de nous réaliser, qui permet pas de réaliser le plan de notre divinité aussi. Et vraiment, moi, la dépression, elle m'a permis d'aller chercher ça, d'aller tellement bas, d'aller tellement loin dans les profondeurs de mon être, que j'en suis ressortie que plus forte, résiliente, mais surtout avec une perception de la vie totalement différente et avec une ouverture du cœur beaucoup plus ouverte. Et ça a été un passage obligé pour moi en tout cas. Et voilà, donc ça c'est une croyance que j'aimerais qu'on puisse remettre en question, que la dépression c'est pas que quelque chose de négatif, c'est vraiment un process, c'est pas qu'une maladie. C'est ça, c'est ce que dit Sandra, c'est une ode à la vie. Et en fait, c'est aussi ce qui permet de faire avancer toute une humanité, quand elle dit qu'un humain en voyage réalise pour toute une humanité en recherche de sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est que je recherchais tellement ce sens dans ma vie, j'étais tellement mal de pas trouver ce sens dans cette société absurde dans laquelle on nous demande d'être consommateur, spectateur, travailleur pour consommer plus, gagner plus, on sait même plus pourquoi on fait les choses. Donc vraiment ça m'a
Moi, ça a été l'étape principale de ma vie, c'est cette dépression. Et je suis très reconnaissante à mon corps de m'avoir fait vivre ce passage de relâchement total pour pouvoir me rendre compte et surtout pour pouvoir faire effondrer tous les conditionnements et les croyances limitantes de cet inconscient collectif. Alors après la prépa littéraire, je me suis dirigée vers des études de langue, puisque j'aimais déjà beaucoup les langues au lycée et aussi en prépa. Et alors là, j'avais une croyance positive qui m'a permis d'attirer la situation à moi. C'était qu'on pouvait avoir un métier qui puisse faire voyager. Un métier, mais aussi des études, à commencer par les études. Et alors au début, quand je demandais autour de moi, voilà, comment je fais pour étudier à l'étranger, tout le monde me disait, si tu veux étudier sur le long terme à l'étranger, il faut partir. Il faut s'inscrire dans une université à l'étranger. Sauf que j'avais pas les moyens financiers à cette époque, donc il était plutôt question de faire les échanges universitaires. Et là, tout le monde me disait, mais tu pourras en faire qu'un seul. Je me disais, aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs programmes, il n'y a pas qu'Erasmus, donc pourquoi pas tenter. Et j'ai eu la chance, d'effectuer 3 programmes d'échange universitaire, avec à chaque fois une motivation. Il y avait un but précis pour faire cet échange. Mais donc, j'ai pu faire 50% de mes études de langue à l'étranger. Donc, j'ai étudié en Allemagne, en Angleterre, puis en Thaïlande. Et à chaque fois, c'était des super expériences. Et aujourd'hui, même mon métier me fait voyager. Alors mon métier qui est pas encore tout à fait créé, puisque je suis dans le processus de création d'une structure qui permet donc d'aider les indigènes de Bahia et de l'Amazonie et en Colombie, de manière à protéger les forêts. Et forcément, donc je bouge beaucoup, je suis sans arrêt en déplacement et ça me plaît énormément. Donc je pense que j'étais vraiment convaincue de ce truc en fait, de me dire non mais c'est sûr qu'on peut allier métier et voyage. Moi parce qu'en fait voyager pour voyager, j'ai jamais trop aimé. Alors un week-end ça va bien, c'est-à-dire on va visiter un endroit, c'est chouette, une semaine max. Mais après c'est vrai que j'ai besoin en fait de plonger dans le milieu, de rencontrer les travailleurs, d'être vraiment proche de la culture du pays. Et quand on travaille ou qu'on étudie dans un pays, on est tout de suite beaucoup plus proche de la culture que seulement si on fait du tourisme. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir travailler dans le pays où j'étais, ou alors de faire du slow travel, donc de voyager très lentement, d'aller chez l'habitant, etc. Alors comment j'en suis venue à ce métier et à cette idée de créer ce projet aujourd'hui? Vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. Donc je pense que ce qu'il y a de bien chez moi, c'est que je me rends vite compte que c'est pas mon chemin. Il me suffit d'à peine quelques mois pour me dire ah oui non clairement je vais pas faire ça toute ma vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup changé d'orientation et que j'ai eu beaucoup de remises en question. C'est que je vois vite ce qui ne va pas me convenir sur le long terme. Et alors les cycles d'études c'était très compliqué d'en choisir un sur le long terme, mais n'empêche que la LEA, donc les langues étrangères appliquées, c'est quand même ce qui m'a convenu le plus. Mais ça n'a pas été facile de choisir ce cycle d'études. Et à la fin donc de mes études de LEA, je suis partie travailler donc chez Business France pour aider les entreprises à s'implanter à l'étranger, en Allemagne. Donc je suis retournée en Allemagne. Et là, alors il y a des choses très intéressantes dans ce métier. Seulement, faut pas se voiler la face. On aide des entreprises à encore plus polluer. Et les entreprises justement qui se démarquent du point de vue environnemental, qui essayent vraiment de faire du recyclage d'énergie ou vraiment de mettre en place des solutions non impactantes sur l'environnement, eh bien elles ne sont pas du tout prioritaires. Voilà, les directives du gouvernement qu'on recevait, c'était parce que Business France est régi par le gouvernement. Donc les directives qu'on recevait, c'était toujours de prioriser le chiffre d'affaires et les partenaires de l'entreprise. Donc en gros, si vous avez une certaine importance en tant qu'entreprise, vous serez prioritaire dans le programme de Business France. Et moi, ça c'était quelque chose qui me dérangeait vraiment beaucoup. Je me disais si l'État n'impose pas des directives en matière d'environnement, on va pas s'en sortir. Donc forcément, moi j'avais l'impression de participer à ça. Donc j'ai décidé un jour, je me suis dit, je veux vraiment travailler dans l'environnement. Donc, comme je n'avais pas fait d'études dans ce domaine, je me suis dit que la seule manière d'apprendre dans ce domaine, c'est de faire un volontariat. Et là, c'est grâce à Julie, donc Julie aussi que j'ai interviewée sur ce podcast, Julie Degas,
qui a créé l'abeille asso, qui permet donc de lier les ONG, les structures, les associations et les volontaires ensemble, qui m'a proposé donc un volontariat au Brésil. Donc, qui m'a proposé, voilà, de faire ce volontariat au Brésil. Et je lui dis, alors, voilà, moi j'avais la croyance, je ne parle pas portugais. Et c'était même pas une croyance, c'était un fait. Et elle m'a dit, mais non, mais tu verras, ce sera super facile. Et effectivement, quand je suis arrivée au Brésil, énergétiquement, c'est très fort ce qui s'est passé. Je suis très vite tombée amoureuse du pays, de la langue et des coutumes, ce qui fait qu'au bout d'1 mois, je parlais portugais, je me sentais déjà dans mon élément. Et il y a beaucoup de choses positives qui sont arrivées au moment où j'étais au Brésil. Et voilà, là j'ai beaucoup appris à propos de l'agriculture de subsistance, à propos de l'agriculture biodynamique où j'ai pu faire une formation, de la restauration et de la préservation des forêts, et aussi à propos des peuples indigènes. Et puisque la vie fait bien les choses et qu'il n'y a pas de hasard, la première mission que j'ai eue, c'était justement d'aller auprès de la communauté donc du peuple Pataxó à Bahia, sur un projet d'artisanat, donc de développement d'artisanat pour les aider à les fortaliser. Fortaliser, c'est en portugais. Pour les fortifier plutôt sur leur terre, de manière à ce qu'ils aient du soutien et à ce qu'ils puissent rester sur leur terre et donc préserver leur environnement. Et alors là, j'ai eu plein de croyances qui se sont bousculées, que j'allais pas y arriver, que j'allais pas pouvoir me faire entendre. Et en fait, toute cette semaine-là, elle a été très forte. J'ai ressenti énormément d'émotions. Le premier rituel qu'on a fait m'a fait pleurer de joie, tellement je trouvais magnifique le fait qu'un peuple, il y a encore des humains sur Terre pour qui la société de consommation n'est pas importante, pour qui l'essentiel c'est d'être ensemble, c'est de chanter, c'est de danser, la musique, les êtres, les arbres, les animaux. Et ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon âme, et je pense que ça a été un déclencheur extraordinaire de tout ce qui s'est suivi après dans mon parcours, puisque j'y suis retournée plusieurs fois, jusqu'à ensuite aller en Amazonie, rencontrer les peuples d'Amazonie. Et là, je me suis dit, je pourrai jamais retourner en arrière, il faut que je rentre en France pour créer une structure pour les aider et capter des ressources. Alors, c'est des choses qui existent déjà, hein, c'est pas un nouveau concept du tout. Alors, la vision que j'apporte dans ce projet, bien sûr, elle est unique, mais ça fait des années quand même que des gens développent des projets d'agriculture, d'artisanat avec les indigènes. Et donc, je me fais particulièrement aider par d'autres institutions. Et je me suis dit que voilà, j'allais créer une structure française pour capter des ressources de l'Europe, puisque l'Europe a une très grande responsabilité de la menace que vivent les indigènes permanente vis-à-vis des terres, puisque on déforeste énormément pour le bois, pour le soja, pour le fer, pour le manganèse, le tungstène, etc., qui approvisionnent l'Europe en grande partie. Je vous donne un chiffre, rien que comme ça. Sachez que 80% de notre viande industrielle en France est nourrie grâce au soja du Brésil qui déforeste à gogo. 80%. Donc c'est un gros chiffre, hein. Donc autant vous dire qu'on a vraiment une très grande responsabilité de ce qui se passe ici au Brésil sur tous les points. Notre charbon de bois, les terrasses qu'on construit, etc. Tout ça, ce sont des produits qui sont responsables de la déforestation et donc de la privation d'habitat des indigènes. Donc tout ce côté un peu révolutionnaire m'a vraiment donné l'impulsion de créer ce projet. Et là, les portes se sont ouvertes comme jamais. J'étais toujours au bon endroit, au bon moment. Je me faisais toujours conseiller par les bonnes personnes. Et encore aujourd'hui, j'ai des opportunités qui sont très belles, qui se dessinent pour le projet. Donc je sens vraiment que je suis sur le chemin de l'écoute de mon âme. Mais voilà, ça m'a demandé cette écoute permanente de mon âme et surtout de pas retomber dans les travers parce qu'à un moment j'ai failli où je me suis dit je regarde les entretiens d'embauche, je vais essayer de me faire de l'argent avant de repartir, etc. J'étais vraiment sur cette dynamique, puis en fait j'ai vu que quand je regardais les entretiens d'embauche, j'avais le ventre qui se serrait, j'étais pas bien. Donc je me disais non, en fait je vais pas le faire et tant pis si j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que je reparte et il faut que je continue ce projet. Et pile à ce moment-là où je fais confiance à la vie, donc là je fais le choix de non, j'oublie la sécurité, je fais confiance à ce que la vie va m'offrir et donc la sécurité va venir après.
Pile à ce moment-là, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai très envie qu'on monte cette structure ensemble. Si tu as besoin d'argent pour la mission, je te les donne. Voilà, donc ça c'est une autre preuve aussi. C'est une croyance que j'ai balayée, hein, le fait qu'il faille d'abord assurer une sécurité financière et matérielle avant d'écouter son cœur. Ça c'est une croyance que j'ai complètement balayée. Non, c'est d'abord le cœur. Et après, la vie, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'amour, la source d'amour, va vous permettre cette sécurité, elle va vous l'apporter, mais il faut d'abord écouter le cœur. Et donc c'est un peu vertigineux parce qu'on a l'impression qu'on va, en fait, on se jette du haut d'une falaise sans avoir l'impression qu'il y ait de filet en dessous. Mais justement, il y en a un si d'abord vous écoutez le cœur. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans la vie, ils se disent bon, du coup, je vais avoir un travail qui va me rapporter tant pour pouvoir avoir un appartement, pour pouvoir avoir une voiture, ci et ça. Enfin bref, on va d'abord sécuriser un max. Et ensuite, une fois qu'on a la condition matérielle, on ouvre son cœur. Sauf que là, on a perdu 10, 15 ans, peut-être 20, 30, je sais pas. Et là, je me dis, moi, je ne ferai pas cette erreur. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis sur ce chemin-là. C'est parce que je fais ce travail quotidien d'essayer de diluer cette croyance-là, qu'il faille tout le temps, qu'il faille d'abord assurer une sécurité. C'est pas vrai. C'est d'abord écoutons le cœur, et en fait, les opportunités ensuite elles viennent. Quand l'intention est pure, l'univers il va nous donner les moyens en fait. Quand on projette très loin la volonté du cœur dans la conscience, les portes elles s'ouvrent sans qu'on s'y attende. Moi, l'ami qui m'a proposé donc cette aide financière pour la mission au Brésil, mais je m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'une entreprise me propose de financer enfin, je m'attendais pas à ce qu'un ami me propose de financer la structure avec moi. Jamais de la vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment faire ce travail-là d'écoute de son âme en permanence avant d'assurer la sécurité. Et ça fait peur. Je suis d'accord avec vous. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on écoute son cœur et qu'on a décidé de faire confiance, on est quand même apaisé. On le sent en fait que c'est ça la réponse. On le sent au fond de nous que c'est ça la voie. On a de l'énergie, on se réveille le matin, on est heureux. Et ça fait toute la différence. Alors sans transition, j'aimerais revenir donc sur une croyance que j'avais notamment tout au long de ma vie, qui est expliquée par mon contexte familial. J'avais la profonde croyance que les hommes ne m'aiment pas. Et donc c'était toujours extraordinaire qu'un homme puisse me porter de l'attention et m'aimer. Et donc je faisais tout pour le garder à tout prix, c'était pas sain, j'étais donc insécure, lien d'attachement anxieux. Et donc je me suis toujours dit que je devais travailler mon masculin intérieur, que je devais solidifier mon masculin intérieur pour éviter de le chercher à l'extérieur de moi, parce qu'on a tous le féminin et le masculin à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué au cours du podcast, donc je vais pas revenir dessus. Mais vraiment, j'avais cette croyance-là. Et puis, j'ai fait justement une retraite avec Claire Eguermont pour pouvoir retrouver cette sérénité. J'ai posé cette intention dans le cercle où j'ai dit, voilà, je veux réparer le masculin intérieur de moi qui est brisé. Et je veux balayer la croyance que je ne suis pas désirée par le masculin. Puis en fait, je me suis rendu compte au cours de la retraite que je devais soigner les deux, le féminin et le masculin, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est parce que mon féminin n'est pas entendu que mon masculin déraille, tout simplement. C'est parce que j'ose pas éclairer la vérité de mon être profond, donc la vérité de mon féminin, que le masculin n'est pas solide. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas juste le masculin qu'il fallait réparer, c'était d'abord le féminin et le masculin allait suivre. Et donc, c'était vraiment d'éclairer ce féminin et de le protéger et de lui dire « tu vas y arriver, tu vas arriver à faire entendre ta voix. Et tu peux être puissant, et tu peux être brillant. » Et oui, parce que en plus d'avoir cette croyance de ne pas être désiré par le masculin, j'avais aussi la croyance qu'on pouvait pas être à la fois humble et puissant. Et donc, j'osais pas être puissante par peur de manquer d'humilité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les deux étaient tout à fait possibles. Et que justement, révéler sa puissance et sa brillance au monde, c'est une forme d'humilité. Vraiment. Parce que je pense que c'est une forme d'orgueil
de vouloir garder son don pour soi, de vouloir garder sa brillance pour soi. Le syndrome de l'imposteur, par exemple, de vouloir tout légitimer, c'est une forme d'orgueil, parce qu'il y a une partie de nous qui se dit, qui ne veut pas retourner à un état d'apprentissage basique, débutant. Parce que comment ça, moi je sais déjà faire plein de choses dans plein de domaines, j'ai pas envie de retourner à un niveau d'apprentissage de débutant. Et donc c'est une forme d'orgueil, parce qu'on veut pas se retourner à ce niveau-là. Alors que si on accepte de revenir à un niveau d'apprenti, bah là on est dans son humilité. Et donc là, la brillance ensuite, elle peut s'exprimer. Et donc être brillant, c'est être humble. Quand vous avez la sensation que quelqu'un est hautain, c'est justement parce que cette personne n'a pas conscience de sa propre valeur. Les personnes qui se mettent tout le temps en avant ou qui se jettent des fleurs, c'est des personnes qui n'en sont pas convaincues, puisqu'elles ont besoin de le dire, justement. Ou c'est des personnes aussi qui sont dans leur certitude. Ça, c'est typique aussi des personnes qui manquent d'humilité et donc qui manquent d'estime d'eux-mêmes. C'est ces personnes-là qui vont être dans leur certitude, et ma vérité, c'est sûr que c'est la bonne parce que moi je sais tout et que je connais tout, et donc toi tu peux pas savoir. Et en fait ça révèle une forme d'insécurité et d'inflexibilité aussi. Mon travail actuel également m'a fait remettre en question une croyance que j'avais, qu'il faille tout préparer, organiser, prévoir, etc. Alors ça m'a beaucoup servi dans le milieu scolaire, en Europe, moins dans la vie professionnelle, sauf en Allemagne, parce que les Allemands sont très comme ça. Mais bon, clairement, au Brésil, ça marche pas. Parce que je devais tout le temps changer mes billets, parce qu'il y avait des imprévus et des nouvelles opportunités qui se dessinaient. Par exemple, je pensais aussi qu'au plus tôt je réservais, au moins cher j'avais, mais en fait, à la dernière minute, c'était souvent les mêmes tarifs. Et ça m'a vraiment causé des problèmes dans les opportunités que pouvait m'offrir l'univers. Et ça, c'est une croyance donc que j'ai balayée, qu'il faille tout prévoir, organiser, qu'il faille avoir beaucoup de stratégie, donc de la pression un petit peu sur notre propre mental. Alors que non, pour que l'univers puisse justement agir en notre faveur, c'est-à-dire créer ces fameux hasards qui n'en sont pas, qui sont des rendez-vous avec votre âme, pour pouvoir les laisser fleurir, eh bien, il faut justement avoir moins de volonté, moins de stratégie dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose que dont j'ai vraiment la preuve, parce qu'à chaque fois que j'ai laissé plus de disponibilité et de flexibilité, eh bien, j'ai eu des nouvelles opportunités. Là, je vous donne un exemple. Je suis à Bahia, au Brésil, puisque je travaille avec le peuple Pataxa, mais je travaille aussi en Amazonie, avec les peuples Kokama, Ticuna et Krikati. Et j'ai fait exprès de prendre un vol pour l'Amazonie qui soit échangeable et remboursable à 100%. Bon, ça m'a coûté 30 € plus cher, donc ce qui est pas énorme. Mais j'ai fait exprès de prendre ça parce que je connais le Brésil et je connais l'univers. Il rajoute des opportunités. Et ça n'a pas loupé puisque il y a un anthropologue qui m'a contacté il y a même pas une semaine pour qu'on fasse un documentaire ensemble, justement, sur les attaques qu'ont vécues le peuple Pataxa il y a 4 mois de cela. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon billet d'avion, puisque ça correspondait pas aux dates. Voilà, je l'ai décalé à 5 jours plus tard. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui dicte ma vie désormais, c'est d'être plus flexible et d'être plus open sur les dates, les lieux, les endroits, et d'avoir moins de stratégie, parce que dans le métier que je fais, il faut vraiment laisser la chance aux opportunités de se manifester. Aussi, dès mes premiers pas en spiritualité, donc c'était déjà il y a quelques années, j'avais beaucoup la croyance qu'on avait besoin du monde spirituel pour écouter notre voix, mais que l'application spirituelle dans la matière n'était pas pragmatique. Alors qu'en fait, elle est très pragmatique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dès que j'avais la vision spirituelle du projet, où on peut dire que c'est que du blabla, ça paraît que c'est une croyance, de penser que c'est que du blabla, la spiritualité, et ben dès que j'ai eu la vision spirituelle du projet, comme par hasard, les portes là se sont ouvertes. Et j'ai eu les propositions de financement, et il y a aussi une autre amie qui se joint au projet pour le financer. Et donc j'ai l'impression qu'au plus on affine son corps spirituel, au plus on affine sa vision spirituelle de la vie, de notre projet,
de ce fameux pourquoi profond, et bien au plus la forme, la réalisation de notre vie est pragmatique, concrète. Donc vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Et ça c'est une croyance voilà que j'ai pu remettre en question, que le monde spirituel c'est pas pragmatique, alors qu'en fait si, c'est très 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 pragmatique. Voilà les destins flottants. Donc écoutez, je suis ravie d'avoir fait cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Donc c'était assez spontané. J'ai pas eu beaucoup de notes pour faire cet épisode, voire presque pas. C'était vraiment pour là sur le moment, à l'instant T, pour vous donner les clés qui ont pu me servir dans ma vie et qu'est-ce qui m'a amené à être sur ce chemin et donc à me questionner au sujet de notamment des croyances du subconscient collectif, individuel, et aussi à me questionner sur l'écoute de l'être profond. Voilà, toutes les phases par lesquelles je suis passée. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, également à me partager vos temps forts de votre vie personnelle également. Je serais ravie de vous écouter. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.